image en sol ici. La République démocratique du Congo, notre pays, a pratiquement tout. Nous avons deux savanes, nous avons la forêt, nous avons des eaux partout, nous avons des animaux, nous avons une bonne flore, nous avons une bonne faune. Qu'est-ce qui fait que le développement tarde à venir? Et pourtant, en même temps, nous avons aussi des hommes intelligents. C'est autour de ça que nous allons réfléchir aujourd'hui, parce que la question de la gestion de nos eaux nous intéresse. La gestion de nos forêts nous intéresse. La gestion de nos savanes nous intéresse. Et pourtant, dans d'autres pays, dans d'autres parties du monde, ils n'en ont pas. Ils y rêvent, la République démocratique du Congo. Est-ce que demain, ils ne pourront pas nous faire la guerre? Voilà la nécessité de l'émission pour qu'on conscientise les Congolais, qu'on conscientise les dirigeants, pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils sont responsables dans un pays comme la République démocratique du Congo. Comment transformer tout ce que nous avons comme potentialité à la richesse, en tout cas palpable. C'est pour cela que nous recevons ce soir Norbert Yamba Yamba, cadre de l'UDPS. Il est consultant au développement durable et décentralisation administrative. Voilà, c'est avec lui que nous aurons alors à analyser ces deux questions pertinentes. Bonsoir Norbert Yamba Yamba. Bonsoir. Un peu longtemps qu'on ne s'est plus vu. Tout à fait. Donc, je suis heureux que vous vous êtes souvenu de moi. Je pense qu'on est en train de traverser une zone de turbulence. On a intérêt aujourd'hui que nous puissions de temps en temps échanger sur l'avenir de la République. Et je vous félicite pour l'opportunité que vous m'offrez de manière à discuter sur des questions qui intéressent notre pays. Justement, parce que nous parlons de développement, je vous présentais comme consultant au développement et développement durable. Et voilà pourquoi il m'a semblé important de vous avoir réanalysé ensemble sur des questions qui, en tout cas, concernent le développement de la République démocratique du Congo. La première, c'est en rapport avec la problématique maintenant de l'énergie électrique, parce que d'autres personnes estiment que si le pays aujourd'hui ne connaît pas le développement, c'est parce que l'énergie électrique pose problème. Est-ce que cette assertion semble être vraie? Tout à fait. Tout à fait, Pascal. Vous savez que le Congo a beaucoup de richesses potentielles, que ce soit sur le plan agricole. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Vous vous souvenez bien, nous avons le manioc, nous avons le riz, les arachides, les haricots, les pommes de terre, tout ce que nous avons. Vous avez le café, le quitu des rentes, vous avez les veillards, vous avez. Sur le plan forestier, n'en parlons pas. Sur le plan géologique, ça c'est le scandale. Les coltans, les cobaltes, les manganèses, les diamants, compagnie. Mais toutes ces matières potentielles méritent d'être transformées. Parce qu'en réalité, lorsque nous vendons le Brit, nous n'avons pas grand-chose. Raison pour laquelle, vous avez, le budget ne peut pas dépasser 5 milliards de dollars. Et pourtant, il y a des pays africains aujourd'hui qui atteignent 100 milliards de dollars, mais qui n'ont pas véritablement nos potentialités. Et donc, nous avons besoin de l'énergie. Parce que cette énergie électrique qui transforme, n'est-ce pas, encore qu'il faut en avoir la technologie nécessaire, mais la technologie s'accompagne toujours de l'énergie électrique. Et on en a besoin. Mais il semble que nous avons de grandes potentialités dans notre pays. Vous savez que sur les 50% de l'énergie dans le tiers-monde dans son ensemble, vous prenez l'Amérique latine, vous prenez l'Asie, vous prenez l'Afrique. Et donc, vous avez à peu près 50% de potentialité de l'énergie du monde. Mais sur ces potentialités, le Congo-Kinshasa a 25%. J'ai dit potentialité. Et alors, sur les 25%, nous ne dépassons pas 135 kWh. Mais comment expliquer cela? Eh bien, tout simplement parce que nous ne sommes pas arrivés au niveau, n'est-ce pas, de l'exploitation des potentialités qui sont les nôtres. Tenez, non seulement nous avons les potentialités hydroélectriques,
Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez nos potentialités, nous sommes à 100 000 mégawatts. 100 000 mégawatts en termes de potentialité hydroélectrique. Mais nous ne mettons en action simplement 1400 mégawatts, 1401 mégawatts. Ce qui nous reste, il nous reste combien? Pas moins de 98,6%. 98,6 mégawatts, 1000 mégawatts. C'est que nous n'avons rien, c'est comme ça que vous avez les délestages. Et aujourd'hui, la desserte en électricité, essentiellement de 9%. Dans certaines villes, vous voyez la capitale de la République, il n'y a pas d'électricité. Mais le problème se poserait à quel niveau? Eh bien, tout simplement. À l'incapacité de l'homme congolais à transformer cela. C'est à quel niveau? Parce que nous avons déjà des barrages qui sont... C'est pourquoi je vous dis que tous ces barrages faisant combine, nous avons simplement 1400 mégawatts. Parce que Inga lui-même, c'est 44 000. Et les restes, ce sont des différents barrages disséminés à travers le pays. Et tout faisant combine, nous ne desservons que 9%. Ça, c'est hydroélectrique, mais nous n'avons pas que ça. Et regardez le soleil, il est gratuit. Il y a ce qu'on appelle l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque. Où sont des provinces, parce qu'un peu presque partout chez nous, il y a le soleil. Mais on n'exploite pas ça. Lorsque vous êtes en Allemagne, vous voyez que les gens vivent de ça. Tous les espaces champêtres, vous voyez, on a étalé les panneaux solaires, etc. Des grands fermiers, des grands paysans deviennent même des distributeurs de l'électricité parce que le secteur est libéralisé. Et donc, toute cette opportunité n'est pas rendue opérationnelle. Il n'y a pas que ça. Il y a l'énergie éolienne. L'énergie éolienne, c'est le vent. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais rien. Vous allez, par exemple, dans beaucoup de pays, même en France, dans les villages, vous voyez l'énergie éolienne. Éolienne, à travers le vent. Il y a une expérimentation qui a été faite à Bukavu par l'Institut supérieur de développement rural, etc. Mais on n'est pas arrivé véritablement à populariser ça, à vulgariser ça, encore que cela relève véritablement de la responsabilité de l'État et de privé. Il me semble que ce n'est pas encore la préoccupation. Il n'y a pas que ça. Le gaz. Nous avons dans le lac Kivu le gaz méthane à forte intensité aujourd'hui au Rwanda. On exploite le gaz, les cuisinières marchent à partir du gaz, le gaz produit de l'électricité, etc. Mais nous en avons. Le Rwanda n'avait pas de l'argent. Le Rwanda a pris simplement contact avec des partenaires extérieurs, notamment l'Inde. Et il y a des opérateurs économiques qui se sont présentés. On a fait le coût, c'est 500 millions de dollars. Et puis on a mis les 500 millions de dollars. Ils travaillent dans le cadre de partenariat public-privé. Aujourd'hui, ils produisent du gaz et c'est ce gaz qui est vendu à Bukavu, à Goma, etc. Entre-temps, quand vous regardez la longueur du lac Kivu, mais nous en avons plus que le Rwanda, mais le Rwanda utilise déjà. Vous voyez, donc nous aurions profité de ces gaz. Il n'y a pas que ça. Nous avons une superbe végétation qui peut supporter 40 millions de gros bétail. Mais cette végétation peut donner la biomasse. Et la biomasse peut servir véritablement d'exploitation dans un digesteur et produire de l'électricité. J'ai vu ça à Bukavu, j'ai vu ça au Ghana. Il y en a des gens qui vivent, qui ont de l'électricité simplement en ramassant les feuilles des arbres, etc., en les mettant ensemble, en faisant le recyclage même des déchets qui sont dans les toilettes, et on produit de l'électricité. Et quelle énergie propre, parce que là, comme nous sommes dans un processus de déréglementation, de dérèglement climatique, on peut utiliser cette énergie propre parce que ça n'a pas la possibilité véritablement de produire des gaz à effet de serre. Et nous avons ces opportunités-là, mais on ne le fait pas. Il existe également ce que nous appelons l'énergie nucléaire. Vous voyez dans beaucoup de provinces en France, c'est le nucléaire qui est utilisé comme énergie. Ce qu'on appelle généralement l'énergie civile nucléaire. Pas pour fabriquer des bombes atomiques, mais pour véritablement fournir de l'électricité. Beaucoup de pays ont fait véritablement des recherches par rapport à ça. Le Congo, vous savez, la bombe atomique qui a détruit Nagasaki et Hiroshima, c'est venu de Shikolobe. À Shikolobe, lorsque vous prenez la terre, il y a des gens qui sont irradiés à cause de l'existence véritablement de l'uranium. Mais cet uranium ne nous sert pas à grand-chose. Ici, au campus de Kinshasa, il y a ce qu'on appelle le centre de recherche nucléaire. Ce centre est devenu un musée. Hein, on ne fait pas la recherche, mais c'est un musée depuis que le professeur Maloua Kalenga est déjà mort, etc. Mais bon, voilà, donc il y a par exemple des gens qui sont là simplement pour des raisons de figuration.
ils proposent, parce que j'ai participé à un séminaire où le commissaire général et ce centre, il proposait la transformation de cette énergie à travers un projet. Je ne sais pas si le gouvernement sera l'adopter. Voilà. Vous savez, et c'est très bien, mais vaut tard que jamais. Si le commissaire peut pouvoir proposer quelque chose, je crois qu'avec l'arrivée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, tous ces projets peuvent être rendus opérationnels. Mais je voudrais simplement conseiller comme consultant en disant, oui, mais nous avons des projets. Le gouvernement de la République n'a pas beaucoup d'argent en termes de recettes, etc. Mais aujourd'hui, il y a des opportunités qui s'offrent. Des opportunités de jumelage. On peut avoir par exemple un centre de recherche nucléaire qui se trouve en Iran, en France, aux États-Unis, etc. On peut faire un jumelage et on a des chercheurs de partout, etc. Et ils viennent, ils mutualisent leurs efforts, ils font des recherches et il faut avancer les choses. Ça, c'est première piste. Deuxième piste, on peut également, au travers le partenariat public-privé, comme nous avons du nucléaire brit ici au Congo, à Chekolobwe, etc., on peut pouvoir demander au travers d'un projet bancable. Je salue les efforts que vous dites au travers des commissaires généraux. J'aimerais voir véritablement le projet, mais on peut brandir ce projet dans le cadre d'un partenariat public-privé et on peut exploiter le nucléaire jusqu'à ce que cela puisse véritablement servir on l'exploite d'ailleurs même sur le domaine médical, la médecine, bien entendu. Et donc c'est important. Mais je comprends, lorsque vous avez énuméré tout ça, Norbert Yamba, comme si la première responsabilité c'est à l'homme congolais. Est-ce que on ne parvient pas à bien réfléchir ou simplement on ne comprend pas les enjeux et l'évolution du monde aujourd'hui? Non, on est distrait, on est dans une euphorie de jouissance. Nous avons un écosystème politique de pourriture intéressé qu'il faut purifier. L'élite politique a déserté. L'élite politique n'est plus opérationnelle, n'est plus opératoire. Parce que le génie qu'on aurait pu véritablement entendre de nos élites, encore qu'il y ait une élite politique compétente, une élite politique qui sait écouter, mais une élite politique qui sait articuler des différentes propositions en termes de réalisation des décisions à prendre. Là aussi, c'est un problème. On est branché plus sur des questions de futilité et on ne veut pas véritablement avancer. Et regardez, à supposer que nous avions l'énergie nucléaire civile aujourd'hui, mais nous allons desservir le Congo, Brazza, le Gabon, etc. Nous pouvons construire même un grand marché en Afrique. On commence même à importer l'énergie des autres pays. Bien entendu, Congo-Brazza a été soutenu par nous à travers Inga, etc. Mais ils ont réalisé leur barrage, qui n'a pas d'ailleurs la proportion de notre barrage Inga, etc. Mais qui visiblement deviennent pourvoyeurs, nous vendent de l'électricité. Tout simplement parce qu'on est dans la distraction. Notre pays a fonctionné plus dans un débat d'opinion. Comme on ne veut pas, regardez, le nucléaire, si dans l'hypothèse que vous l'exploitiez, eh ça va vous donner combien d'entreprises? Imaginez-vous s'il faut disséminer ces entreprises à travers des représentations des antennes à travers le pays. Nous sommes un pays de 1435 entités territoriales décentralisées. Chaque entité a une personnalité civile. Vous mettez dans chaque entité et ce que nous appelons une antenne, par exemple, de l'énergie civile, nucléaire. Vous avez combien d'emplois vous avez créés? Si vous pouvez, par exemple, mettre en place l'exploitation éolienne, cette exploitation va demander qu'il y ait des antennes à différents niveaux d'atterrissage. Vous avez combien d'emplois? Si vous mettez, par exemple, le biogaz, c'est combien d'emplois? Et, a fortiori, l'énergie hydroélectrique, combien d'emplois? Et donc, nous avons déserté, nous avons cru qu'essentiellement faire la politique politicienne, c'est là qu'on se positionne, c'est là qu'on peut avoir facilement l'argent, c'est là qu'on peut multiplier véritablement les maîtresses, etc. Mais alors maintenant, au lieu de réfléchir pour mettre en place ce que nous appelons la chaîne de valeur ajoutée, plusieurs entreprises à différents niveaux d'atterrissage, pour permettre véritablement non seulement de desservir l'électricité, mais aussi de résorber le chômage, de renflouer les caisses de l'État, parce qu'effectivement, il y aura des pays qui en auront besoin, etc. Et nous allons vendre ça. Vous avez suivi, à un moment donné, on nous disait que lorsqu'il fallait vendre un peu d'électricité au Congo-Brazza, nous avions eu une proportion de 32 millions de dollars. En tout cas, c'est ce qui se disait, etc. Si Brazzaville peut débourser 32 millions pour une période donnée, et si on pouvait bien le faire avec Namibie, avec la Zambie, tous nos pays voisins, et donc c'est beaucoup d'argent. À ce moment-là, on ne serait pas avec un budget de 4 milliards de dollars. Vous voyez, tout le monde est dans la quête. Vous savez que nos ancêtres, quand ils vivaient, ils allaient en forêt pour ramasser les chenilles, pour ramasser
le morceau de bois, etc. Et donc nous croyons que la République, c'est aussi un endroit où il faut aller faire véritablement la Voilà. imagination, etc. Et c'est ce qui bloque naturellement le développement de notre pays. Le débat est celui de l'opinion, ce n'est pas un débat de prospérité. Les gens viennent au pouvoir sans dire très concrètement ce qu'ils doivent faire, en déterminant les échéances, en déterminant les décisions stratégiques. Les gens qui sont recrutés sont pour la plupart des personnes, des copinages, etc., dans une sorte d'obésité administrative et d'inceste institutionnel. Et donc, on est véritablement dans cet écosystème de pourriture intrinsèque où personne ne connaît quelles sont les priorités, quelles sont les actions qu'il faut véritablement mener, quel est le profil d'homme qu'il faut véritablement placer dans tel ou tel endroit pour avoir des résultats. Finalement, je comprends que ce n'est pas problème d'homme, c'est problème de choix pour que finalement le travail se fasse correctement au pays. Le défi est là, ou les défis sont là. Pour le régime actuel, 5 ans, c'est pas trop, et 5 ans, c'est trop en même temps. Mais si vous faites le choix des hommes capables de transformer ce pays, en tout cas, c'est possible, parce que nous avons tout. Mais parce qu'il y a inconscience, ou carrément, on ne sait pas faire le choix des intelligences convenables, mais on commence à nous faire la guerre aujourd'hui. La question, la gestion de l'eau, c'est un problème. Nombreux commencent à envier. Le transfert de l'eau, le débat est là, il est engagé. La gestion de nos forêts aujourd'hui, Norbert Yamba Yamba, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il faut encore? Là aussi, c'est un problème. Comment nous parviendrons pendant ce temps pour bien gérer et l'eau et la forêt? Vous savez, Modeste Moutinga, aujourd'hui, je ne sais pas s'il il a été sénateur, je ne sais pas s'il est devenu encore, écrivait déjà, il n'y a pas longtemps, que la guerre est à la porte du Congo, la guerre de l'eau. Vous savez, d'une manière générale, cher Pascal, l'eau potable, l'eau douce, à travers le monde entier, c'est 0,6%. Seulement 0,6%. L'eau glacée, c'est 2%. Le reste, c'est l'eau polluée, l'eau salée. Et donc, 0,6% se partagent les potentialités mondiales. Mais lorsque vous venez en Afrique, le problème d'eau douce pose problème. Mais néanmoins, le Congo-Kinshasa regorge 53% de l'eau douce en Afrique. Et que les Africains aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, avec les perturbations climatiques, on assiste véritablement à l'assèchement, à la sécheresse et à la disparition, par exemple, de certaines rivières ou lacs potentiels. Aujourd'hui, le Tchad a diminué de 90%. Tous ces pêcheurs riverains qui vivaient véritablement de poissons, etc. Diminution de 80%. 90%. Donc, il lui reste seulement 10%. 10%. C'est gravissime. Et alors maintenant, ces lacs Tchad dessert pas moins de 6 pays. Pas moins de 6 pays. C'est pas seulement parce que les gens ont tendance à croire seulement le Tchad. Non, non. Non, non. 6 pays et des grands pays. Il n'y a pas de l'eau. Raison pour laquelle vous avez suivi à un moment donné avec la Transéquois. Donc on voulait monter un projet qui prendrait véritablement de l'eau à partir de l'eau d'Ubangi, etc. et faire des pipelines jusqu'au niveau d'alimenter le lac Tchad. Le président de la République, n'est-ce pas, a fait allusion à cela, parce qu'effectivement, les gens craignent qu'en prenant par exemple l'eau à partir de l'Ubangi, ça risque d'avoir un impact sur la régularité du débit de notre fleuve et que ça risque d'impacter négativement notre barrage. Et donc on a intérêt, encore que cela soit accompagné des études d'impact environnementaux, impact environnementaux, etc., pour qu'on sache très clairement, en supposant que nous donnions une quantité d'eau pour alimenter le lac qui permette de desservir beaucoup de pays africains, ça coûterait combien de mètres cubes et quel impact cela produirait naturellement pour les besoins à l'eau du Congo. Il faut bien réfléchir, sinon on risque de nous imposer ce transfert. Non, non, le président de la République avait déjà résolu, pas résolu, mais il avait déjà donné son opinion par rapport à la question. Il aurait souhaité que lorsque l'eau se déverse à l'embouchure du fleuve du Congo, on peut prendre cette eau, on monte des pipelines et on les distribue. Ça n'a pas de problème parce que là, c'est en aval de notre barrage. En aval de notre barrage. Et c'est au niveau de l'océan. C'est au niveau de l'océan.
Et là, donc, cette eau qui part à l'océan, c'est de l'eau gratis. Alors maintenant, l'eau aujourd'hui est devenue l'or bleu. Et nous avons besoin véritablement de vivre de notre or bleu. Ce sont des avantages que Dieu a donnés à chaque nation. Il faut savoir exploiter cela. Et donc, nous avons intérêt, naturellement, que nous puissions vendre notre eau. Il faut vendre cette eau comme nous vendons l'électricité, comme nous vendons les cafés, comme nous vendons les cacao, etc. Nous avons intérêt aujourd'hui, comme nous vendons le cobalt, l'eau aujourd'hui, c'est devenu véritablement pas, une marchandise alléchante. Mais tout en de évitant toutes les prédilection. conséquences possibles. Bien entendu, mais il faut toujours des études préalables pour contrôler l'impact que cela véritablement inflige à notre environnement. Et mutandis pour n'est-ce pas, la forêt. Aujourd'hui, Des exploitations illégales, on ne tient pas parfois compte maintenant de la population qui ne vit que de cette forêt et ça commence à poser problème. non, il faut toujours être posé. Aujourd'hui, le Congo-Kinshasa fait partie du bassin du Congo. Au niveau du bassin du Congo, nous avons des pays comme le Gabon, comme Congo-Brazzaville, comme Centrafrique, comme Cameroun, etc. Guinée équatoriale. Tous ces pays-là font partie du bassin du Congo. Et le bassin du Congo a 235 millions d'hectares de forêt. Sur les 235 millions d'hectares de forêt, le Congo-Kinshasa regorge 155 millions d'hectares. C'est très clair que le Congo-Kinshasa dispose de 500 millions de mètres cubes de bois en termes de potentialité. Nous pouvons produire plus de 10 millions de mètres cubes de bois chaque année. Lorsqu'on le fait rationnellement, Bien entendu, mais aujourd'hui on ne dépasse pas 500 000. On ne dépasse pas 500 000 tonnes. N'est-ce pas non, on ne dépasse pas 500 000 mètres cubes de bois exploités. Vous voyez? Et donc, nous avons intérêt, sincèrement, c'est notre or vert. Nous avons intérêt à bien travailler pour que cela nous rapporte véritablement de revenus. Aujourd'hui, moi j'ai travaillé comme consultant à la Banque mondiale sur des questions de conversion de titres forestiers en concession forestière. Et nous avons circulé à travers le pays. Déjà à l'époque du maréchal Mobutu, on était même à 180 sociétés d'exploitation forestière. Lorsque nous avons fait le contrôle pour voir si quelles sociétés sont opérationnelles, on est revenu à 80 000 et aujourd'hui on parle de plus en plus de 85 sociétés forestières. Cependant, lorsque vous regardez la contribution de ces différentes sociétés dans le produit intérieur brut, on ne dépasse pas 1%. Un ami m'a envoyé le statistique pour me dire que c'est 0,7%. Donc on n'est pas au-delà d'1%. C'est que c'est très grave, c'est gravissime. Comment pouvez-vous imaginer quelque chose qui aurait pu véritablement nous donner de l'argent? Nous ne pouvons pas aujourd'hui en profiter. Or, il y a deux bassins. Il y a le bassin d'Amazonie, qui est le premier poumon écologique du monde, et le bassin du Congo, qui est le deuxième poumon écologique, dont le Congo en assure le leadership. Mais quand vous regardez, par exemple, toutes les entreprises, tous les projets, tous les programmes africains sur la gestion des forêts, soit au Cameroun, soit au Kenya, soit au Congo-Brazza. Or, Congo-Brazza n'a que 22 millions d'hectares de forêt. Nous avons 155 millions. Oui, vous vous rappelez à l'époque, en 2009, avant la conférence de Copenhague, eh bien, il y a eu une conférence à Tripoli. Là, le colonel Kadhafi est encore vivant. Il a été décidé par les Africains de démobiliser auprès de la communauté internationale 167 milliards de dollars pour donner aux Africains. Or, le Congo a la moitié de la forêt africaine. Mais il faut poser la question, combien d'argent était prévu pour le Congo? Zéro. Parce que notre élite n'a pas réussi à faire un aménagement forestier pour déterminer, n'est-ce pas, la capacité du Congo en termes de production de bois au pied de l'arbre. Et donc, je suis même un ministre à l'époque qui souhaitait qu'on nous donne 1,5 milliard. Moi, j'ai dit les différentes conférences qui sont organisées, la fois passée, on avait COP21 et finalement COP22, mais il y a toujours des propositions. Non, mais il y a des propositions, il y a les raids, etc. Mais il faut poser la question lorsqu'on va dans ces conférences. Qui participe à ces conférences? Tantôt les copains, les copinages, etc. Les amis,
C'est parce que c'est un voyage, il y a des freins d'émission, etc. Et puis bon, on ne prépare pas suffisamment. Et lorsqu'on prépare, c'est pour se retrouver une fois. Il n'y a pas de concentration. Et même si on met des commissions, on pose la question s'il y a l'argent, il n'y en a pas, etc. Entre-temps, les gens se battent pour avoir le passeport, pour avoir le visa, etc. pour y aller. Et quand on y arrive, on est spectateur. Voyez. Et donc tout cela pose la problématique de la valeur de l'élite, la valeur intrinsèque de l'élite de la République. Alors, donc si aujourd'hui, avec le paix que nous avons, si nous pouvons véritablement nous investir pour que nous puissions exploiter de manière rationnelle ce que nous disposons, je pense qu'il y a moyen de renflouer les caisses de l'État. Encore que n'oubliez pas que notre système éducatif lui-même pose problème. Nous avons une grande forêt de 155 millions d'hectares, mais où est la faculté de forêt? Il y en avait à Yangambi. Mais aujourd'hui, on a même délocalisé la faculté à Kisangani. Et donc, tout cela faisant commune montre très clairement qu'on n'est même pas encore préoccupé sur la prospérité de notre pays, sur les priorités de notre pays. Et je salue l'arrivée de son excellent Félix Antoine Tshisekedi qui s'est battu pendant 38 ans. Et j'estime aujourd'hui plus que jamais, il a un bon projet, il a un agenda stratégique qui nous permet de voir clairement ce qui est véritablement faisable. Encore qu'il faut faire l'inventaire des hommes et des femmes qui sont capables de l'aider à pouvoir l'accompagner vers la direction voulue. Voilà, la responsabilité finalement c'est au président de la République, si j'ai bien compris. C'est lui qui va gérer le pays pendant ce temps. Ces défis sont tels qu'ils sont aujourd'hui. Est-ce qu'il sera à mesure maintenant de faire le choix des hommes capables de pouvoir transformer ce pays, la République démocratique du Congo? Nous avions parlé de l'énergie, nous avions parlé des eaux, nous avions parlé de la forêt. Sûrement, il y a d'autres secteurs, Norbert Yamba. Oui, on aura encore le temps, on va revenir parce que c'est profond. L'Égypte aujourd'hui vit, n'est-ce pas, a un produit intérieur brut de l'ordre de 315 milliards de dollars. Le Congo n'a que 40 milliards. Mais il vit, l'Égypte, voulais-je dire, vit de son tourisme. Vit de son tourisme à 60%. Et regardez les potentialités qui sont les nôtres. Allez au parc de Virunga, allez au parc de Kaouzi-Bienga, etc. Vous allez voir une diversité biologique qui aurait pu servir véritablement de référence pour drainer les moyens. Eh bien, c'est négligé. Il y a même des gens qui entrent, mais l'argent n'entre pas dans les caisses de l'État. Vérifiez le budget, vérifiez les entrées, et vous trouvez qu'il n'y a rien du tout. Voilà. Le coulage des recettes a permis véritablement d'agénuer le pays au profit véritablement d'une élite qui a construit un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Félix Tshisekedi a une grande responsabilité. Une gestion autre, ou gérer autrement. Alors simplement, lorsque les Congolais vont se retrouver, je crois, c'est à ce moment-là qu'on pourra applaudir. Mais si nous allons rester dans l'ancien système, ou s'il faut engager, il faut penser maintenant aux tantes, aux oncles, aux petits frères, alors à ce moment-là, on n'aura pas résolu le problème. Merci, nous avons reçu pour vous Norbert Yamba. Il est le consultant en développement durable et décentralisation administrative, cadre de l'UDPS, avec lui on a échangé, vous avez suivi ses points de vue. Nous pensons qu'ils vous ont beaucoup aidé, ces points de vue. Et prochainement, nous allons choisir autre secteur. Avec lui, on va encore davantage discuter. Mais aujourd'hui, on s'arrête ici et nous vous disons au revoir et à la prochaine.